Kinshasa. 24 janvier 2019. Pour la première fois de l'histoire de la République démocratique du Congo, une alternance pacifique au sommet de l'État s'opère. Au centre de cette épopée, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une œuvre grandiose de servir son pays. Je le mesure encore plus à cet instant précis. Mais avant les honneurs de la magistrature suprême, il y a eu l'ombre d'un père géant, l'exil, et une marche de 40 ans à travers le désert politique. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire d'un destin que personne n'avait prédit, celle de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bascule. Pour vous mettre en contexte, nous sommes en 1965. À la suite du coup d'État de Mobutu, Tshisekedi est nommé ministre de l'Intérieur et Affaires coutumiers. En 1967, il joue un rôle de premier plan dans la structuration du régime de Mobutu. Il est l'un des principaux rédacteurs du Manifeste de l'Ansele, la charte qui fonde le mouvement populaire de la Révolution, le MPR, le futur parti unique du régime de Mobutu. Il occupe successivement les postes de secrétaire national du bureau politique du MPR, puis ministre de la Justice, ministre du Plan et de la Recherche scientifique, ambassadeur du Zaïre au Maroc, député en 1970, 1975 et 1977, puis PCA d'Air Zaïre dans la même année, 1977. La rupture avec le régime de Mobutu intervient vers les années 1977, à la suite des guerres du Shaba qui fragilisent le régime de Mobutu. Tshisekedi dénonce alors un système de prédation où l'élite s'enrichit au détriment du service public. Le 1er novembre 1980, Étienne Tshisekedi et 12 autres députés rédigent une lettre ouverte de 52 pages dénonçant l'état catastrophique du pays et réclamant un dialogue pour instaurer un état de droit. La fameuse lettre des 13 parlementaires. Le 15 février 1982, bravant l'interdiction du multipartisme, les 13 parlementaires créent l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS. Ce geste leur vaudra des décennies de persécution. Le 15 juillet 1982, devant la Cour de sûreté de l'État, Étienne Tshisekedi et les autres fondateurs de l'UDPS sont jugés. Le verdict est lourd, 15 ans de prison ferme pour complot qualifié. Il est transféré à la prison de Belingo, à Oshwe, dans l'actuelle province du Mai-Ndombe. Le 13 novembre 1983, il est relégué à Isangui, dans la province de la Tshopo. En janvier 1986, une nouvelle condamnation tombe. 18 mois de prison à Makala, à Kinshasa, pour outrage au chef de l'État. Quelques mois plus tard, le 13 juin 1986, il est de nouveau relégué, cette fois à Mupompa, son village natal, situé à Kabeya-Kamwanga, au Kasaï oriental. Puis, le 8 avril 1988, une troisième relégation est prononcée. Direction Dungu, dans l'actuelle province du Haut-Uel, non loin de la frontière avec le Soudan du Sud. Ces événements bouleversent profondément la vie du jeune Félix. Ses études sont régulièrement interrompues, perturbées par les arrestations et les relégations répétées de ses parents. Mais au milieu de cette instabilité, un lien se renforce. Parmi tous ses frères, Félix Tshisekedi sera le seul à suivre les traces de son père. Attaché à ses idées, fidèle à ses combats, il s'engagera progressivement en politique. De sauvegarder les droits de l'homme, on multiplie les interventions pour amener l'État zaïrois à ne pas faire subir aux criminels de cette espèce le châtiment qu'ils méritent. Sous le régime de Mobutu, la relégation devient un instrument de contrôle politique. Une stratégie utilisée pour réduire au silence les opposants. Parmi eux, Étienne Tshisekedi.
et les autres fondateurs de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS. À cette époque, Félix Tshisekedi, âgé d'une vingtaine d'années, voit sa vie basculer. Un jour, à Kinshasa, des militaires se présentent à la résidence familiale. Ils brandissent d'abord un mandat d'assignation à résidence, puis un second document, un ordre de relégation. Le départ est immédiat. Étienne Tshisekedi demande à ses enfants de préparer leurs affaires. Direction, l'aéroport de Ndolo, où un petit appareil les attend pour les conduire vers le Kasaï. Après de longues discussions avec les militaires, la famille quitte finalement les lieux. À leur arrivée à l'aéroport, la tension monte encore d'un cran. Les bagages sont jetés au sol. Un autre fondateur de l'UDPS s'y trouve déjà, accompagné de sa famille. Faute de place dans l'avion, tous ne peuvent embarquer. Le voyage commence dans la précipitation et l'incertitude. À Mboudi Maï, la famille est conduite de force à la résidence du gouverneur. Là encore, les conditions sont humiliantes. Après plusieurs heures d'attente, ils sont transférés vers Mupompa, à Kabeya Kamwanga, dans le Kasaï. Le contraste est brutal. La famille quitte le confort de la Gombe pour une vie rudimentaire en pleine campagne. Ils vivent désormais dans une simple case. Le quotidien change radicalement. Il faut marcher plusieurs kilomètres pour atteindre la rivière, puiser de l'eau, se laver, survivre. Il faut cultiver la terre pour se nourrir. Une nouvelle réalité s'impose, celle de l'exil intérieur. Face à ces traitements, non seulement contre lui, mais aussi contre toute sa famille, Étienne Tshisekedi prend une décision. Contre son gré, il organise leur départ. L'objectif, mettre les siens à l'abri. La fuite s'organise discrètement. Les enfants sont exfiltrés clandestinement, traversant le fleuve Congo pour rejoindre Brazzaville. Sur place, ils sont pris en charge par le Haut-Commissariat pour les réfugiés et logés à l'hôtel du 8 février, le temps de finaliser les démarches. Puis vient le départ. Direction, Bruxelles. Pour Félix Tshisekedi, c'est le début d'un exil forcé. Un exil qui marquera profondément son destin. En 1985, un nouveau chapitre s'ouvre pour la famille Tshisekedi. Depuis le Kasaï, Marthe Kazalou et ses enfants quittent la terre d'origine, passant par Brazzaville avant de rejoindre Bruxelles. Dans la capitale belge, une autre vie commence. Les démarches administratives s'étendent sur plusieurs années, le temps d'obtenir un statut légal dans ce pays d'accueil. Pendant cette période, Félix arpente les rues de Bruxelles en quête de stabilité et d'un avenir meilleur. Il s'inscrit à l'Institut des carrières et de commerce de Bruxelles, tentant de concilier études et survie. Entre 1991 et 1993, il est employé au service marketing et archivage de la compagnie d'assurance Zurich/Vita. En 1996, avec l'un de ses frères, il lance une entreprise de distribution de colis et de courriers. L'expérience tourne court. En 2001, la société fait faillite, fragilisée par le poids des charges sociales et fiscales particulièrement lourdes pour les entrepreneurs étrangers. 2 ans plus tard, en 2003, il rejoint la Poste de Bruxelles à Ixelles, où il travaille au service client. C'est également à Bruxelles qu'il rencontre Denise Nyakeru, celle qui deviendra son épouse et avec qui il fonde une famille. Mais l'exil n'efface pas le combat. À distance, Félix Tshisekedi reste engagé aux côtés de son père Étienne Tshisekedi, figure de l'opposition au régime de Mobutu. À Bruxelles, les tensions sont parfois vives. Félix n'hésite pas à affronter les partisans du régime. Un épisode marquant survient le 15 février 1991 à l'aéroport de Zaventem. Ce soir-là, la police belge empêche Étienne Tshisekedi d'embarquer pour Kinshasa. Une décision perçue comme une manœuvre du régime de Mobutu. La réaction est immédiate. Une altercation éclate.
Félix Tshisekedi se retrouve au cœur de l'affrontement. Un moment révélateur. Car même en exil, le combat continue. Après de longues années passées en exil, Félix Tshisekedi fait un choix décisif. Celui de rentrer à Kinshasa, sa ville natale, pour poursuivre le combat. Plus de 20 ans après avoir quitté le pays, le fils du Sphinx abandonne tout à Bruxelles et revient sur la terre de ses origines. À Kinshasa, le contact avec les militants n'est pas immédiat. La base locale de l'UDPS se montre méfiante envers la diaspora, souvent perçue comme éloignée des réalités du terrain. Le 10 janvier 2005, la tension monte à Kinshasa. La chute de Bukavu, tombée aux mains du mouvement rebelle CNDP, provoque une onde de choc dans la capitale. La population descend massivement dans la rue. Une manifestation d'ampleur inédite. Objectif : dénoncer l'incapacité du pouvoir à sécuriser le pays et exiger la fin de la transition politique. Les manifestants marchent vers la résidence du Sphinx, appelant Étienne Tshisekedi à prendre le pouvoir. Mais sa réponse est sans équivoque. Un tel acte, explique-t-il, s'apparenterait à un coup d'État. Il rappelle alors une date, le 30 juin 2005, une échéance qu'il présente comme déterminante. Cette date renvoie directement à l'accord de Sun City signé le 17 décembre 2002 en Afrique du Sud. Un accord conclu pour mettre fin à la Deuxième Guerre du Congo de 1998 à 2003, qui avait fragmenté le pays entre plusieurs groupes armés, notamment le RCD Goma, le MLC, le RCD KML et l'UPC. Cet accord dit global et inclusif prévoyait une transition de 2 ans avec une gestion collégiale du pouvoir en vue de réunifier le pays et d'organiser des élections. Mais à l'approche du 30 juin 2005, date théorique de la fin de la transition, les incertitudes persistent. C'est dans ce contexte que Félix Tshisekedi décide de revenir au pays. À Kinshasa, les cadres de l'UDPS lancent alors une vaste campagne de sensibilisation. Des tournées sont organisées dans les quartiers, tandis que des contacts sont établis avec la communauté internationale. Le 30 juin 2005, dès les premières heures de la matinée, des groupes de militants par centaines se forment dans plusieurs quartiers de la capitale. Ils répondent à l'appel de l'UDPS, fermement opposé à la prolongation de la transition entamée en 2003. Mais cette mobilisation n'est pas autorisée. Les autorités y voient une remise en cause illégale du processus en cours. La tension est palpable. Dans les rues de Kinshasa, le face-à-face devient inévitable. Des centaines de manifestants, en majorité des jeunes, envahissent les artères de la capitale. Dans les rangs de la contestation, Félix Tshisekedi fait un choix. Malgré les menaces proférées la veille par l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, il rejoint les manifestants dans les rues de Kinshasa. La marche progresse jusqu'aux abords du Palais du Peuple sur le boulevard Triomphal. Puis, soudain, tout bascule. Les forces de sécurité interviennent. La répression est brutale. Dans la confusion, Félix Tshisekedi est pris en chasse par les militaires. Il fuit en direction de l'avenue de l'Enseignement, puis bifurque vers l'avenue Kanda Kanda où il trouve refuge dans une parcelle. Mais la traque continue. Des policiers encerclent la maison. À l'intérieur, il se cache dans une chambre. Les forces de l'ordre pénètrent dans la parcelle et exigent que le fugitif soit livré. Les occupants de la parcelle refusent. Félix Tshisekedi parvient à s'échapper. Par la fenêtre, il escalade un mur et disparaît. Ce jour-là, il vit son baptême du feu. Pour la première fois, Félix Tshisekedi expérimente directement les mécanismes d'un régime autoritaire renforcé. Lui qui avait rejoint l'UDPS depuis l'exil en Belgique, se rapproche désormais du terrain et de ses militants. En 1993, à Louvain, en Belgique, Félix Tshisekedi cofonde avec un groupe d'amis la cellule UDPS/Leuven. Au sein de cette structure locale, il est démocratiquement élu président cellulaire. C'est ici que tout commence.
Progressivement, il gravira les échelons du parti. Son implication le conduit au sein du comité fédéral de l'UDPS/Benelux, où il est nommé vice-président fédéral. Le 16 août 2007, Étienne Tshisekedi quitte Kinshasa pour Bruxelles suite à des problèmes de santé. Durant son absence, plusieurs cadres de l'UDPS, surnommés le groupe de Rigini, ont tenté de prendre le contrôle du parti, affaiblissant la structure légaliste de la famille Tshisekedi. Les activités du parti sont alors délocalisées à la résidence de François-Xavier Belchika, située au quartier Rigini, qui devient le nouveau quartier général de l'UDPS. Deux courants hostiles s'opposent alors. Les légaux, menés par Valentin Moubaké, et les putschistes, dirigés par François-Xavier Belchika. Félix Tshisekedi, alors à cheval entre Bruxelles et Kinshasa, tente de jouer les médiateurs entre les deux camps. Le 8 décembre 2010, Étienne Tshisekedi rentre enfin à Kinshasa. À son retour, Étienne Tshisekedi exclut du parti les 5 principaux ténors du groupe de Rigini, il nomme un nouveau secrétaire général à l'instar de Alexis Moutanda et crée un nouveau comité préparatoire pour organiser le véritable premier congrès du parti du 10 au 14 décembre 2010 en vue de le désigner officiellement candidat à l'élection présidentielle de novembre 2011. Le premier congrès ordinaire de l'UDPS, tenu du 10 au 14 décembre 2010, marque un tournant historique pour le parti car il s'agit de la toute première assemblée de ce type en 28 ans d'existence. À la sortie du congrès, Félix Tshisekedi a été reconduit dans ses fonctions de secrétaire national en charge des relations extérieures au sein de la nouvelle équipe dirigée par Jacquemain Chabani. Aux élections de novembre 2011, Félix Tshisekedi se présente comme candidat à la députation nationale dans la circonscription de Mbuji-Mayi. Il remporte le scrutin avec plus de 50 000 voix. Malgré sa victoire écrasante, Félix Tshisekedi décide de ne pas siéger à l'Assemblée nationale. Cette décision visait à respecter scrupuleusement la consigne de son parti, qui refusait de reconnaître les institutions issues de ce qu'il qualifiait de hold-up électoral. Après le hold-up électoral de 2011, Étienne Tshisekedi prendra la décision de redynamiser le parti. Le secrétaire général du parti, Jacquemain Chabani, fera l'objet d'une suspension et sera déféré en justice à la suite d'une affaire de gestion de fonds des cartes des membres du parti. Après un moment d'intérim effectué par le secrétaire général adjoint Bruno Mavungu, celui-ci sera confirmé comme secrétaire général du parti. Félix Tshisekedi demeura membre de ce comité exécutif du parti. Face à l'imminence des élections de 2016 et aux soupçons de blocage du régime Kabila, Étienne Tshisekedi décide de nommer une équipe capable de répondre aux défis du moment. Jean-Marc Kabound, venu de la fédération UDPS Kamina, récemment libéré des prisons du pouvoir le 13 janvier 2015, est élevé au poste de secrétaire général de l'UDPS. Le nouvel exécutif est officiellement mis en place le 14 octobre 2016. À cette occasion, Félix Tshisekedi est nommé secrétaire général adjoint en charge de la diplomatie. Le 24 janvier 2017, Étienne Tshisekedi quitte Kinshasa par un avion médicalisé pour effectuer un check-up de santé en Belgique, alors que le pays était en pleine crise politique suite au glissement du calendrier électoral. Il décède 8 jours après, le 1er février 2017. Mesdames et messieurs les congressistes, tout au long de mon exposé, je vous ai entretenu du contexte politique et des circonstances dramatiques. Après la mort d'Étienne Tshisekedi, UDPS organisa le premier congrès extraordinaire visant à structurer l'avenir de l'UDPS pour les élections de 2018. Sous l'intérim de Jean-Marc Kabound, alors président du parti, un comité technique préparatoire de 36 membres a été mis en place. Au total, 994 délégués venus de l'intérieur et de l'extérieur du pays ont pris part à ces assises, mais seulement 803 ont effectivement participé au vote du 30 au 31 mars 2018. Dans la nuit du 30 mars 2018, après le retrait de Paul Tshilumbu et David Moukeba en faveur de Félix Tshisekedi, le vote s'est joué entre Félix Tshisekedi et Guy Bao.
Félix Tshisekedi a été élu président de l'UDPS avec 790 voix contre 8 à son challenger et a été désigné à l'unanimité candidat du parti à l'élection présidentielle de décembre 2019. Sachez que, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le pays va vivre, nous sommes tout près de la victoire. Sous l'égide d'Étienne Tshisekedi, une grande rencontre de l'opposition se tient en Belgique en juin 2016. Félix y joue un rôle diplomatique pour arrondir les angles entre des leaders d'opposition aux égos forts. De là naît le Rassemblement de l'opposition, avec Étienne Tshisekedi à sa tête, pour faire barrage au régime de Kinshasa. À la fin de l'année 2016, le régime de Joseph Kabila subit une forte pression populaire et internationale. En cause, l'absence de volonté d'organiser les élections en 2016. La constitution de la RD Congo prévoit l'organisation de l'élection présidentielle 90 jours avant la fin du mandat du président de la République. Pourtant, plusieurs obstacles entravent l'ensemble du processus électoral. Au vu de ces difficultés, le chef de l'État Joseph Kabila a convoqué un dialogue national dont Edem Kodjo est le médiateur désigné par l'Union africaine. En septembre 2016, sous l'égide du facilitateur Edem Kodjo, un premier dialogue se tient à la Cité de l'Union africaine avec une partie de l'opposition menée notamment par Vital Kamerhe. Un accord est signé le 18 octobre 2016 prévoyant des élections en avril 2018 et la primature à l'opposition. Cependant, l'UDPS et le Rassemblement rejettent cet accord, y voyant une manœuvre pour prolonger le pouvoir de Joseph Kabila. À l'approche du 19 décembre 2016, date marquant la fin du dernier mandat constitutionnel de Joseph Kabila, le climat est extrêmement tendu. Les évêques de la Senko lancent alors des pourparlers directs entre les signataires de l'accord d'octobre et l'opposition non signataire. Félix Tshisekedi est désigné pour conduire la délégation du Rassemblement. Signé in extremis le soir de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre 2016, l'accord de la Saint-Sylvestre prévoit plusieurs points fondamentaux pour baisser la tension. Joseph Kabila reste président jusqu'à l'élection d'un successeur, mais s'engage à ne pas briguer un troisième mandat et à ne pas toucher à la Constitution. Mise en place d'un gouvernement d'union nationale, dirigé par un Premier ministre issu du Rassemblement. Création d'un Conseil national de suivi de l'accord. Mesures de décrispation politique, incluant la libération de prisonniers et le retour d'exilés comme Moïse Katumbi. Dès janvier 2017, les discussions sur la mise en œuvre de l'accord piétinent. Le point de rupture majeur concerne la nomination du Premier ministre. Le Rassemblement exige de proposer un nom unique, tandis que la majorité demande une liste de 3 candidats. Le décès d'Étienne Tshisekedi en février 2017 plonge Kinshasa dans l'émoi et déclenche une course à la succession au sein du Rassemblement. Le 3 mars 2017, le Rassemblement se réorganise. Félix Tshisekedi est désigné président, tandis que Pierre Lombi prend la tête du Conseil des sages. Ce choix provoque une scission menée par Joseph Olangankoy et Bruno Tshibala qui forment une frange parallèle. Félix Tshisekedi, devenu président du Rassemblement, rejette les consultations lancées ultérieurement par Joseph Kabila. Finalement, le 7 avril 2017, Kabila nomme Bruno Tshibala, un dissident de l'UDPS et du Rassemblement, au poste de Premier ministre. Félix Tshisekedi dénonce alors Joseph Kabila comme le principal obstacle au processus démocratique et appelle à la mobilisation générale pour faire piller le pouvoir. En novembre 2018, 7 leaders de l'opposition se réunissent à Genève pour désigner un candidat commun. À l'issue d'un vote, Martin Fayulu est élu candidat de la coalition dénommée Lamuka.
Dès l'annonce du résultat, la base de l'UDPS à Kinshasa entre en ébullition, rejetant l'éviction de Félix Tshisekedi. Sous la pression violente des militants et des instances du parti, Félix Tshisekedi retire sa signature de l'accord de Genève 24 heures plus tard. Constatant l'échec de Genève, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, qui a également retiré sa signature, se réunissent à Nairobi, au Kenya. Le 23 novembre 2018, ils scellent une nouvelle alliance. Vital Kamerhe se désiste en faveur de Félix Tshisekedi et devient son directeur de campagne. Cette coalition prend le nom de CAP pour le changement, CACH, posant les bases de leur stratégie pour le scrutin de décembre 2018. Au retour de Nairobi au Kenya, le 27 novembre 2018, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe atterrissent à l'aéroport international de Njili à Kinshasa. Malgré une pluie battante, une foule estimée à des millions de personnes les accueille. Le trajet vers le siège de l'UDPS à Limete est marqué par une brutale répression policière, tirs à balles réelles et gaz lacrymogènes. Le 20 décembre 2018, Corneille Nangaa annonce le report du scrutin du 23 au 30 décembre 2018 pour des raisons logistiques. Du 4 au 12 décembre, Tshisekedi et Kamerhe se rendent à Goma, Bukavu, Walungu, Bunia et Beni. Félix Tshisekedi y promet la paix et la fin de l'activisme des groupes armés. Du 13 au 15 décembre, ils se rendent à Mbuji-Mayi, Kananga, Chikapa et Lubumbashi. Du 17 au 19 décembre, après le Congo central, Matadi, Boma, la tournée s'achève à Mbandaka où il promet le rapatriement de la dépouille du maréchal Mobutu. Contrairement à d'autres opposants comme Martin Fayulu qui appelle à rejeter la machine à voter, Félix Tshisekedi exhorte la population à aller voter, quel que soit le mode d'organisation. Dimanche, 30 décembre 2018, jour du scrutin. L'élection est dominée par l'affrontement entre trois candidats, Emmanuel Ramazani Shadary, dauphin désigné de Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, candidat de la coalition CACH, ainsi que Martin Fayulu, candidat de la coalition Lamuka. Plusieurs bureaux de vote ouvriront avec beaucoup de retard, parfois seulement vers midi, en raison de la pluie, des problèmes techniques et logistiques. Félix Tshisekedi votera à Kinshasa, dans la commune de Lemba, à l'école Mokengeli, après avoir été empêché de voter dans son bastion de la Tchangu pour des raisons de sécurité. Fayulu Madidi Martin, 6 366 732. Tshisekedi Tshilombo Félix, 7 53 013. Ramazani Shadary Emmanuel, 4 357 350. Et proclamé provisoirement élu Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix. Les résultats. Jeudi 10 janvier 2019, peu après 2 heures du matin, la Commission électorale nationale indépendante proclame Félix Tshisekedi vainqueur avec un peu plus de 38% des suffrages devant Martin Fayulu qui en recueille près de 35% et le candidat du pouvoir Emmanuel Ramazani Shadary sur la 3e marche du podium avec 23%. L'annonce déclenchera des scènes de liesse populaire au quartier général de l'UDPS à Limete. Dans son premier discours, le président élu rendra hommage à son directeur de campagne, Vital Kamerhe, pour son désistement, ainsi qu'aux leaders du parti, Jean-Marc Kabound et Baudouin Maillot.
Le candidat de la coalition Lamouka, Martin Fayulu, revendiquera la victoire et déposera un recours en justice, soutenu par les doutes exprimés par l'Église catholique et certains partenaires internationaux, notamment l'Union européenne et la France. Le 20 janvier 2019, la Cour constitutionnelle rejetera toutes les plaintes et proclamera les résultats définitifs, confirmant la victoire de Félix Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo deviendra ainsi le 5e président de la RDC et le premier à accéder au pouvoir par le biais d'une alternance pacifique. Le 24 janvier 2019, la cérémonie d'investiture sera tenue au Palais de la Nation en présence de Joseph Kabila, marquant la première passation de pouvoir pacifique de l'histoire de la RDC. Sous le credo « Le peuple d'abord », Félix Tshisekedi promettra d'être le président de tous les Congolais, sans distinction de tribu ou de camp politique. Durant son discours de plus d'1 heure, le nouveau président aura un malaise passager dû à la chaleur et à l'épuisement. Après une courte interruption, il reprendra son discours avec humour en citant le maréchal Mobutu « Comprenez mon émotion ». Comprenez mon émotion. Ils sont tous de côté à moi,